La Cour suprême a été tirée à gros boulets, elle a été considérée par illégitime, on l'a considérée comme, j'allais dire, la cinquième colonne de ce pays, on l'a accusée de tous les maux, on en est à un stade absolument historique où le président de la Cour suprême n'est même pas reconnu par les institutions qui a été élu, il ne faut pas oublier, hein, le juge Hamid, ses opinions étant, il a été élu. Moi je crois que c'est une situation qui est catastrophique pour le pays, où on a une Cour suprême qui est très affaiblie, et donc, on n'a plus vraiment j'allais dire, d'autre voie que la voie de l'exécutif. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel, Boker Tov à tous nos auditeurs. Alors, je vous ai sollicité, bien que l'on soit, on va dire, en vacances juridiques, puisque, on va dire, le monde de la justice est actuellement en vacances, mais parce que, effectivement, la Cour suprême a statué hier sur une recommandation de la conseillère juridique du gouvernement, et elle a adopté cette recommandation visant à, d'une certaine manière, sanctionner les yeshivot orthodoxes qui auraient pour élèves des élèves qui refusent de s'enrôler dans l'armée israélienne. Alors, ce verdict, cette décision suscite d'ores et déjà une certaine colère au sein du monde orthodoxe, peut-être même des partis politiques, mais on est aussi en vacances parlementaires, donc on va dire l'impact de cette colère, elle est moindre. Comment on explique cette décision de la Cour suprême? C'est-à-dire, vous pouvez nous la commenter, s'il vous plaît? Oui, je voudrais juste rappeler le fait que chaque étudiant dans les yeshivot reçoit, est censé recevoir de l'État une somme qui est équivalente à peu près à 75 000 shekels par an. Donc c'est une somme qui n'est pas négligeable. Cette somme est versée directement de l'État à la yeshiva elle-même. Et ce qui a été tranché hier, c'est que les yeshivas dont une personne qui est considérée comme déserteur, c'est-à-dire qui ne se présente pas à l'armée et qui n'a pas été réformé de l'armée, alors à ce moment-là, ce budget sera enlevé, lui sera ôté et sera ôté à la yeshiva. En fait, c'est la décision qui a été donnée hier par le juge Alex Stein, suite, comme vous l'avez dit, à la recommandation de la conseillère juridique du gouvernement. Et c'est une décision qui doit prendre effet, on va dire, à partir de l'année prochaine ou de la rentrée prochaine? Oui, elle a, comme toute décision, j'ai pas vu qu'elle a un effet immédiat, quoi. Donc, elle a un effet immédiat. On peut comprendre cette logique, hein. On peut comprendre qu'une personne qui est en défaut par rapport à l'État, c'est-à-dire étant donné que la loi sur l'incorporation des Bachourei Yeshivot n'est pas passée, donc a priori, la loi existante est que les Bachourei Yeshivot, c'est des gens qui étudient en yeshiva, que lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, doivent être tous circonscrits. Et ils ne le sont pas, ils sont considérés comme déserteurs, donc évidemment, ils n'ont pas le droit à cette aide gouvernementale. Ça me paraît, c'est une décision qui me paraît logique. C'est une décision qui a été prise par la conseillère juridique du gouvernement, alors que celle-ci, elle fait l'objet, on va dire, de débats et de polémiques autour de son comportement. C'est de son ressort de demander à la Cour suprême? La décision n'a pas été prise par la conseillère juridique du gouvernement, la décision a été prise par la Cour suprême. Oui, bien sûr, mais sur recommandation. Maintenant, il existe des cas, évidemment, où la Cour suprême ne suit pas l'avis du conseiller juridique du gouvernement. Dans la majorité des cas, bon, étant donné que le droit étant le droit, il la suit, mais il y a des cas, donc elle a émis un avis. Cet avis à force de loi jusqu'à ce qu'il soit controversé par la Cour suprême, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est une décision de la Cour suprême, c'est pas du tout une décision de la conseillère juridique du gouvernement. Alors c'est intéressant cette décision parce qu'elle intervient dans un contexte, on va dire, assez tendu au sein de la Cour suprême entre certains juges, on va dire plutôt les juges que l'on qualifie de conservateur, et le président de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit, qui est lui considéré comme un libéral, on va dire, le plus pur libéral, on va dire, de la Cour suprême, à savoir être un disciple, une sorte de disciple du juge Aaron Barak et de ses autres disciples. Est-ce qu'il y a véritablement des tensions, et ces tensions, elles sont apparemment autour de
de la composition, hein, on va dire, des tribunaux, ou en tout cas de ce qu'on appelle les aéropages de juges qui décident, qui prennent des décisions au sein de la Cour suprême. On fait le reproche, apparemment, certains juges font le reproche à Yitzhak Amit de décider de la composition de la Cour en fonction des orientations politiques, hein, on va dire, de certains de ces juges, pour pouvoir déterminer à la fin, pour pouvoir déterminer. Remarque, Daniel. Voilà. Vous vous souvenez, lors de nos interviews passées, il y a quelques mois, il y a même un an, les gens, j'ai bien expliqué que la Cour suprême est composée de juges qui ne pensent pas la même chose. Oui. Et souvent, on dit la Cour suprême est à gauche, elle est gauchiste, elle est contre le gouvernement. Alors, on est en train de voir maintenant, aujourd'hui, parce que justement, le juge Amit, son président, est un président qui est affaibli, on s'aperçoit bien maintenant ce qui se passe un peu derrière. Et on s'aperçoit un peu ce que je vous l'avais dit, c'est que il y a des juges qui sont ce qu'on appelle plus conservateurs, des juges qui sont moins conservateurs. Chaque juge a ses propres opinions. C'est pas que la Cour suprême, comme un troupeau de veaux, va aller automatiquement derrière une certaine tendance politique ou autre. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai à soulever. La deuxième tendance, la deuxième remarque que j'ai à soulever, c'est qu'il a toujours été de la prérogative du président de la Cour suprême, toujours, hein, ça a été de tout temps. Le président de la Cour suprême, et j'allais dire, il est un parmi les pairs de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il n'a pas une double voix, il a une voix comme les autres, il peut être en minorité au sein de ses propres jugements, mais il a une prérogative administrative qui peut d'ailleurs avoir des conséquences sur le fond. C'est lui qui va organiser, si vous voulez, la composition des juges qui vont assister aux audiences. Et c'est lui qui va organiser si cette audience, elle va être devant 3 juges, 5 juges, 7 juges, 12 juges, et c'est également lui qui va organiser lesquels parmi les juges va assister à l'audience ou non. Et en fait, vous faites allusion, en effet, à, j'allais dire, une altercation qu'il y a eu entre des juges de la Cour suprême, où certains juges qui se sentent en minorité on dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont les choses sont faites. Ce qui prouve d'ailleurs, que, j'allais dire, le juge Amit, comme je l'ai dit, qui est président de la Cour suprême, est extrêmement affaibli. C'est un peu comme un commandant qui n'a pas l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. Mmh. On sait très bien que le juge Amit n'a pas été reconnu par le ministre de la Justice. Il n'est d'ailleurs pas reconnu du tout par l'exécutif. Et donc, il est donc très affaibli. Et étant affaibli, on voit vraiment les dissensions qui se trouvent au sein de la Cour suprême. Alors, c'est un peu ce qui se passe. Alors, effectivement, il est affaibli, mais d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire qu'il a peut-être un petit peu cherché, parce que finalement, on a constaté, dites-moi si je me trompe, mais on a constaté que dans des recours qui sont d'ordre politique, hein, on va dire, eh bien, le juge Amit prépare quasiment toujours la même formule à 3, c'est-à-dire il y a lui-même, qui est libéral, la juge Daphna Erez, qui est libérale, et le vice-président de la Cour, Noam Solberg, qui lui est conservateur. Et donc, au bout du compte, dès qu'on connaît la composition de ce tribunal, eh bien, on sait quelle va être la décision, parce que finalement c'est quasiment toujours automatique. Les juges libéraux ont la majorité, ils statuent selon leur appréciation de la réalité, et le juge Stolberg se retrouve toujours en minorité. Ça a été à plusieurs reprises la situation ces derniers mois. Écoutez, quand vous dites toujours, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, pas toujours, mais souvent. Il y a eu des arrêts, y compris, par exemple, dans vraiment des questions politiques. Je vous parle, par exemple, d'Arié Deri, auquel la Cour suprême a interdit à Arié Deri d'être ministre. C'était 12 juges. Donc, si vous voulez, c'était donc c'était avant. Qui était pratiquement toute la Cour suprême. Oui, mais c'était avant Yitzhak Amit. On peut toujours, je vais vous dire, nous-mêmes, en tant que praticiens avocats, on joue un peu la même chose. Hein. Lorsqu'on sait que, par exemple, là, on se trouve, vous l'avez dit, en vacances judiciaires, mais il y a quand même toujours des juges de service. On sait que, des fois, on connaît la jurisprudence d'un tel juge qui est juge de service, qui peut ne pas correspondre à ce qu'on demande. Donc, on attend encore une semaine pour arriver à un juge de service qui correspondrait plus, dont l'orientation juridique correspond plus à ce qu'on lui demande. Donc, si vous voulez, j'ai pas fait la statistique,
de savoir si le juge Hamid va avec Daphne Erez, va avec les libéraux, va avec les conservateurs. Mais au total, si vous voulez, moi, j'ai pas fait. C'est possible, hein, ce que vous dites. J'ai pas. Il faudrait voir vraiment statistiquement, mais je crois pas qu'on puisse dire que toujours c'est comme ça. Je vous ai donné un exemple, mais il y en a plein d'autres où souvent la Cour suprême, pour avoir un avis justement qui est beaucoup plus consensuel et non pas un avis de deux juges contre un, se voit dans l'obligation de trancher à 5 juges, à 7 juges, voire même à 12 juges. Oui, et apparemment, il y a même eu un recours qui aurait dû être étudié à 5 juges, avec par exemple le juge Elron qui est en passe de prendre sa retraite, et apparemment Yitzhak Amit bloque le juge Elron et ne veut pas qu'il puisse participer à cette cour, à ce recours-là, et de facto il attend qu'il parte à la retraite pour ne pas l'impliquer dans ce recours. Ça fait pas très clean, toi, tout cela. Je ne sais pas si ça fait clean. Moi, je crois qu'il y a beaucoup trop de rumeurs sur la Cour suprême qui sont dites. On assiste à une Cour suprême qui a subi un emboutage depuis 2 ans de l'exécutif. Et une Cour suprême qui est évidemment affaiblie. Comme je vous l'ai dit, si vous me parlez de la Cour suprême il y a 1 an, beaucoup de gens auraient dit c'est tous des gauchistes. Maintenant, aujourd'hui, on dit ah bah non, il y a des manipulations au sein de la Cour. Je crois que ça a toujours été comme ça, ceci dit, hein, dans tout système humain. Il y a, que ce soit la police, que ce soit les tribunaux, que ce soit l'armée, il y a toujours des opérations, j'allais dire, qui sont pas forcément, qui sont un petit peu je veux pas dire de caractère politique, parce que c'est pas politique politicienne, mais disons qu'une sorte de politique interne au sein de l'institution. Donc moi, j'ai pas vraiment fait, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait une étude de savoir est-ce que Yitzhak Hamid, sur des sujets politiques, va vers sanctionner tout le temps le gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que c'est sûrement pas dans tous les cas, parce que ça, on le sait, on a vu d'ailleurs, et on a vu des fois, par exemple, je vous donne un exemple, c'est le juge Noam Stolberg qui a permis au gouvernement de faire passer l'audition avant licenciement à la conseillère juridique du gouvernement, alors que la conseillère juridique du gouvernement, aujourd'hui encore, maintient que cette audition était illégale. Donc, si vous voulez, c'est une cour qui est quand même beaucoup plus, je pense qu'une lecture cynique, politique de ce qui se passe à la Cour suprême ne reflète pas la réalité des choses. Alors, la Cour suprême, elle est diverse et qu'il y a des tendances. Et que moi, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler des rumeurs à propos du juge Elron, mais ce qu'on peut dire, c'est vrai que souvent, les juges, avant leur retraite, si vous voulez, le problème, c'est qu'ils ont un temps limité pour donner leur jugement. Donc, ça les limite eux-mêmes. Et peut-être que c'est même le juge Elron qui n'a pas voulu ça, qui a peut-être demandé aussi à ne faire pas partie de la composition des juges. On n'en sait rien. Mais sur le fond, Philippe, et ça sera ma dernière question, est-ce que vous ne craignez pas justement que l'on s'achemine vers une Cour suprême qui serait légitime si elle statue de manière libérale, et qui serait illégitime si elle statue selon les conservateurs? Écoutez, je n'y crois pas à ça. La Cour suprême a été tirée à gros boulets. Elle a été considérée par illégitime. On l'a considérée comme, j'allais dire, la 5e colonne de ce pays. On l'a accusée de tous les maux. On en est à un stade absolument historique où le président de la Cour suprême n'est même pas reconnu par les institutions qui a été élu. Il ne faut pas oublier, hein, le juge Hamid, ses opinions étant, il a été élu conformément à la loi par la commission de nomination des juges que le ministre de la Justice ne voulait pas nommer pendant 1 an, et n'est toujours pas reconnu. Donc, si vous voulez, on arrive à une situation où ce manque de reconnaissance, les tensions qui existent avec l'exécutif, évidemment, et puis le fait qu'on lise tout le temps politiquement les attendus et les arrêts de la Cour, même si des fois il y a peut-être des choses un petit peu, mais dans la majorité des cas, moi je crois que c'est une situation qui est catastrophique pour le pays, où on a une Cour suprême qui est très affaiblie, et donc on n'a plus vraiment j'allais dire, d'autres voies que la voie de l'exécutif. Et dès que la Cour suprême change un petit peu de cette voie, alors à ce moment-là, on l'accuse de faire de la politique. Je trouve que c'est extrêmement dévastateur pour le pays. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en pleine vacances ce matin sur ces dossiers qui concernent la Cour suprême. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt, Philippe.